Pouvons-nous dire à chacun sa vérité? Comment distinguer la vérité de l'opinion? Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Quels sont les critères qui distinguent une connaissance vraie? La vérité fait partie des notions qui nous gênent. Elle se dérobe à notre connaissance. Lorsque nous parlons, lorsqu'on nous parle, elle n'est que rarement source d'évidence et de certitude. Apparentée à la confiance, elle devient, dissimulée par le mensonge, trompeuse et corrosive, signe de la défiance et de l'indignité que nous pouvons porter à autrui. Alors, erreur, illusion, mensonge, inauthenticité, hypocrisie, affabulation ou fausseté, quels sont les sens de la vérité? Le latin nous rappelle que le mot veritas a un double sens, à la fois exactitude du jugement et surtout droiture ou dignité morale. Ayant tous les chemins, sans chemin, il marche vers rien. Antigone, Sophocle. La vérité désigne la propriété d'une affirmation qui s'accorde à la fois avec la réalité et avec elle-même. Propriété d'une affirmation, la vérité porte sur les représentations que nous nous faisons d'une chose et non sur cette chose elle-même, qui s'accorde à la fois avec la réalité. Nous confondons parfois vérité et réalité. Pourtant, si la réalité désigne tout ce qui est, d'une façon ou d'une autre, y compris les sentiments, les abstractions, le passé, alors la vérité relève d'un jugement sur cette réalité. Et avec elle-même, un discours vrai doit également ne pas entrer en contradiction interne avec lui-même. Il doit être à la fois intelligible et logiquement cohérent. Le vrai, que ce soit une chose vraie ou un jugement vrai, est ce qui est en accord, ce qui concorde. Être vrai et vérité signifie ici s'accorder, accord et concordance, de l'essence de la vérité, Heidegger. Problématique. Si la vérité n'est pas inscrite dans la réalité des choses, l'est-elle alors dans les jugements portés sur cette réalité? Comment ainsi distinguer le vrai du faux si la réalité comporte plusieurs aspects ou si toutes les vérités n'ont pas la même valeur? Enfin, pouvons-nous dire que seule la science possède le modèle de toute vérité? Ou encore que le sentiment de détenir une vérité la renverrait à un principe relatif et subjectif?
nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots désignent des genres. Le mot s'insinue entre la chose et nous, le rire Bergson. Le langage est la vérité. Dans sa première définition, le langage est issu d'un apprentissage dans lequel s'inscrit une culture dont nous faisons partie et que nous n'avons pas choisi. En effet, de par mon langage natif, je n'ai pas choisi de parler français, ni même de penser français. Or, selon les critères de la vérité, il y a de fortes chances pour que d'une langue à l'autre, la représentation de la réalité soit différente. C'est ce que l'on appelle en philosophie la Weltanschauung, c'est-à-dire une représentation du monde à la fois psychologique, intelligible et linguistique. Cette représentation du monde définit alors le vrai comme une adéquation entre la chose nommée, les mots, et la chose montrée telle qu'elle apparaît à nos sens dans le réel. C'est pourquoi toute la réalité que nous percevons déclenche en nous des phrases et des sons, signifiants et signifiés, définis par de Saussure dans la linguistique, qui vont progressivement annoncer des idées, et à partir de ces idées, notre conscience reformulera cette vision du monde. Cependant, l'apprentissage ayant été forcé, nous sommes pris dans une connaissance endoxale, c'est-à-dire un ensemble de préjugés culturels, dans lesquels notre vision du monde est restreinte aux mots que nous employons. L'astuce ici pour comprendre que ce qui est vrai n'est pas nécessairement ce qui est montré ou nommé, est de comprendre que ce qui est vrai est d'abord ce dont nous prenons conscience. Ainsi, je prends conscience d'une bouteille d'eau posée sur mon bureau, de mon téléphone, de mes cours et bien sûr de l'enregistrement qui est en train de se faire. C'est pourquoi, si nous comprenons bien les liens entre le langage et la vérité, nous comprenons alors qu'ils sont inscrits dans une prise de conscience non seulement du temps, celui de la durée pendant laquelle je parle, et celui de l'espace, c'est-à-dire quels sont les objets, la réalité qui entoure mon bureau, l'écran de l'ordinateur, ou bien plus loin, le monde que je vois par la fenêtre. Nous dirons ainsi que par le langage, en tout cas le langage parlé et énoncé, le langage commun, à nous tous dans une même culture, nous pouvons énoncer certaines formes de vérité. Nous verrons donc ainsi dans le déroulement de ce cours que l'ensemble formel de la vérité dépend des langages que nous emploierons. Ici pour le langage commun, pour les sciences, le langage mathématique par exemple, vont donc nécessairement donner une autre couleur et également une autre précision à cette notion de vérité. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes-là sont depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux. La République, Platon.
Platon, dans La République au livre 7, nous donne une allégorie de la caverne qui rend compte de la nature de la vérité. Il en fait une permanence, ce qu'il va appeler l'essence stable des choses. Platon décrit une caverne souterraine qui est en fait une prison, dans laquelle il ne fait pas complètement noir parce qu'elle s'ouvre sur sa largeur à la lumière. Le fait que la caverne soit souterraine signifie qu'il y a deux mondes, l'un supérieur et inconnu, l'autre inférieur et quotidien, présentant le caractère paradoxal d'une prison non close. Le monde que nous connaissons pour Platon n'est pas le vrai monde, et la vérité est ailleurs, mais elle reste accessible, et nous ne sommes pas condamnés à l'illusion ou à l'erreur. Donc, si la vérité est ailleurs, c'est qu'elle est une et indépendante de l'homme, mais si l'homme peut y accéder, il faut alors qu'il la possède par avance. C'est la théorie de la réminiscence, ou qu'il en possède les critères. Dans les deux cas, nous ne sommes pas libres de juger du vrai. Les prisonniers sont entièrement ligotés et étroitement ligotés dans la caverne, et dispose d'un champ de vision très réduit, ainsi que d'un éclairage indirect faible, qui est celui d'un feu placé à l'extérieur. Ceux-ci, n'ayant jamais rien connu d'autre que la caverne, sont soumis aux chaînes de l'habitude, de leur milieu et des évidences premières, car la source de leur connaissance leur est inaccessible par les moyens immédiats. Notre connaissance première est donc une limite et elle va demander une conversion, une rectification. Il va falloir s'en détourner. C'est pourquoi, chez Platon, l'évidence première n'est qu'une illusion. Et la vérité est donc, comme nous l'avons déjà dit, une rectification, quelque chose qui est redressé, qui était donc tordu à l'origine. La connaissance, donc, est une ascèse constante de l'esprit, se critiquant elle-même et mettant en doute ses hypothèses. Le seul décor que nous décrit Platon, c'est une route entre le feu et les prisonniers, bordée d'un mur, derrière lequel passent des montreurs de marionnettes. La route signifie à la fois la distance, la relation et le lien. Il y a donc un passage entre le monde supérieur des essences, le feu, mais le mur et les montreurs de marionnettes cachent et révèlent à la fois le savoir accessible dans le monde inférieur. L'homme a donc en lui l'obstacle à la vérité et les moyens de le surmonter. Mais il dépend d'abord de ceux qui savent ce qu'il ne sait pas. C'est pourquoi tout détenteur d'un savoir dispose donc d'un pouvoir qu'il est en mesure d'exploiter ou non, ou bien le partager complètement ou pas. Mais si l'homme a en lui la vérité comme une lumière naturelle qui le rend apte au savoir, ce qui l'en empêche, c'est alors l'obstacle socio-culturel, le manque d'institutions enseignantes ou le monopole du savoir accaparé par quelques-uns. Grâce à la lumière du feu, les prisonniers peuvent voir sur le mur des ombres que projettent les montreurs de marionnettes en manipulant les objets derrière le mur. Il y a alors deux niveaux de connaissance accessibles dans le monde inférieur, celui des ombres, doublement illusoire, que l'on appelle encore les avatars, et celui des marionnettes, qui sont les copies du réel véritable. L'accès à la vérité suppose que l'on franchisse ainsi deux degrés d'ignorance, celui des fictions et celui des perceptions sensibles, pour enfin atteindre la réalité des essences. Le monde supérieur contient donc les modèles de tous les objets sensibles. C'est pourquoi la connaissance sensible ne peut être négligée, puisqu'elle constitue un tremplin vers l'intelligence, mais elle reste imparfaite. Le savoir apparaît alors comme une ligne orientée par une science que l'on appelle la dialectique, vers une rationalité croissante au détriment du subjectif, de l'intuitif et du poétique. Tous les prisonniers sont ainsi d'accord sur la réalité des ombres et n'en doutent jamais, comme nous,
nous sommes enfermés dans nos préjugés. Ainsi, dans un groupe, le consensus se fait toujours sur une même définition du réel et de la vérité, une sorte d'idéologie culturelle, généralement limitée à l'expérience la plus commune. La recherche du vrai, cependant, nous met en marge de la société, car elle présuppose une subversion de l'évidence officielle, c'est-à-dire de l'évidence la plus commode et la plus générale. Nous n'oublions pas que Socrate a été condamné à mort, bien qu'il soit à l'origine de la pensée philosophique. Mais, si la recherche du vrai est subversive, elle peut alors faire courir des risques à l'ordre social, déranger l'idéologie, déranger les préjugés culturels. C'est pourquoi tout philosophe apparaît comme un gêneur, un déviant, qui doit absolument être réduit au silence. La vérité, un guide par-delà l'erreur. La notion de lumière naturelle. Ainsi, on peut bien dire que ce mot vérité dénote la conformité de la pensée avec l'objet, mais que, lorsqu'on l'attribue aux choses qui sont hors de la pensée, il signifie seulement que ces choses peuvent servir d'objet à des pensées véritables, soit aux nôtres, soit à celles de Dieu. Mais on ne peut donner aucune définition de logique qui aide à connaître sa nature. Je jugeais que je pouvais prendre pour règle générale que les choses que nous concevons clairement et distinctement sont toutes vraies, mais qu'il y a seulement quelques difficultés à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement. La philosophie de Descartes est fondatrice du rationalisme et de la philosophie moderne. Descartes fonde une méthode dont le but est de répondre à la question principale en philosophie: comment accéder à la vérité? Cette question, aujourd'hui commune ou contemporaine, était pourtant cruciale au XVIIe. Il s'agissait de former une philosophie différente de la scolastique aristotélicienne, c'est-à-dire différente de la pensée médiévale, qui pouvait s'accorder avec le développement de la science moderne. Pour ce faire, Descartes va opérer une révolution philosophique en partant de deux notions, le bon sens et la raison. C'est effectivement le début du grand texte du discours de la méthode. La raison est une faculté de distinguer le vrai du faux. C'est ce que l'on appelle l'universalisme cartésien. Tout homme en est pourvu. Le bon sens, c'est une attitude prudente qui permettrait de se mettre en route vers la vérité dans la formation des jugements vrais. Par conséquent, la méthode rationnelle devient alors un plan qui déroule 4 règles, ce que l'on appelle les règles de la méthode, et qui ne laisse rien au hasard pour la formation de ce jugement vrai. Cet ordre aboutit à une intuition, chose assez paradoxale dans le rationalisme, c'est-à-dire une pensée presque tactile qui nous guide avec certitude vers de véritables critères du vrai.
Ainsi est claire une idée qui se présente directement, manifestement, à un esprit attentif. Ainsi, une idée est distincte lorsqu'elle se précise comme différente des autres dans sa définition. Mais Descartes insiste sur le fait qu'il n'y a pas de définition logique du vrai, et en tout cas qu'il vaut mieux éviter de parler de la vérité. Car cette notion induit implicitement le dogmatisme ou une espèce de fanatisme philosophique et rationaliste qui conduirait à avoir raison une fois que l'on aurait déroulé les règles de la méthode. C'est pourquoi Descartes préfère parler d'évidence en la définissant comme le lieu où la vérité n'a plus à être démontrée. À côté de cette intuition s'impose une déduction rationnelle, c'est-à-dire une opération discursive qui se sert du langage pour démontrer des enchaînements logiques. De ce fait, l'intuition rationnelle plus la déduction ne laisse plus rien au doute. Le doute cartésien est donc méthodique. Il évacue le scepticisme et permet effectivement de trouver une réalité qui soit cohérente et correspondante à la nature et de nos jugements et de notre raison. Cette lumière naturelle de Descartes est finalement un instinct purement intellectuel, ce qu'il appelle une intuitus mentis, qui doit nous guider par-delà l'obscurité de l'ignorance et de l'erreur pour nous conduire vers l'évidence et la certitude. La vérité devient alors une mise en valeur de l'énoncé d'un principe d'intelligibilité. C'est pourquoi, pour finir, les 4 règles de la méthode sont bien organisées pour faire fructifier cette lumière naturelle qui est en nous. La première règle, c'est de ne recevoir aucune chose pour vraie sans que l'on puisse la connaître comme étant une évidence. Éviter la précipitation, dit Descartes, et la prévention. La seconde, c'est diviser les difficultés. La troisième, c'est conduire par ordre ses pensées, des plus simples aux plus composées. Et la quatrième, c'est échanger, dénombrer et classer, faire un plan pour effectivement comprendre si des erreurs ont été commises. Par l'évidence, le vrai est le signe de lui-même. Dans l'absolu, il n'y a donc pas de critère du vrai. On le reconnaît parce qu'il apporte avec lui la lumière. Il est évident et notre esprit ne peut pas ne pas l'accepter. Mais nous devons rappeler que si la vérité possède un critère, c'est celui qui, au-delà de l'évidence, annonce l'effort par lequel on fait table rase des causes d'erreur. La vérité dans ses principes ne peut être dès lors qu'objective. C'est Kant, dans la critique de la raison pure, qui à la fin du XVIIIe siècle, la fixera dans son aspect purement formel. Ceci déclenchera la rupture entre la métaphysique et la philosophie et annoncera la naissance de la science moderne. Grand 2. La vérité, une vitalité de la raison. Grand A. La vérité formelle. En supposant que les objets se règlent sur notre connaissance, ce qui s'accorde déjà mieux avec ce que nous désirons démontrer, à savoir la possibilité d'une connaissance a priori de ces objets qui établissent quelque chose à leur égard.
avant même qu'il nous soit donné. Il en est ici comme de la première idée de Copernic, la critique de la raison pure, Kant. La notion de vérité formelle se trouve développée dans la critique de la raison pure de Kant à la fin du XVIIIe. Kant nous parle d'une révolution copernicienne qu'il faut provoquer en philosophie, comme celle-ci s'est provoquée en astronomie et en physique au début du XVIIe. Pour Copernic et Galilée, il s'agissait de repenser notre vision de l'univers et du monde, c'est-à-dire d'opérer le passage entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Ainsi, Kant essaye de développer plus spécifiquement que la notion de critère de correspondance, en vérité, est un non-sens. C'est-à-dire que si la vérité consiste en l'accord de la connaissance avec son objet, il se produit alors une espèce de cercle vicieux. En effet, il ne faut pas confondre la vérité et la réalité. La réalité est bien le caractère de ce qui existe, alors que la vérité est le caractère de ce que l'on en dit de cette existence et de cette réalité. C'est pourquoi il faut toujours penser le vrai comme la propriété d'un énoncé. Or, un énoncé est toujours linguistique, la vérité est fondée sur un langage, et l'énoncé vrai va donc se définir plutôt comme un critère de cohérence. C'est pourquoi l'adéquation de la connaissance à son objet n'a pas de sens. La connaissance qui est définie comme un ensemble d'énoncés vrais ne peut elle-même être définie avec des critères de correspondance correspondant eux-mêmes avec la réalité. Toute ma connaissance doit donc s'accorder avec l'objet pour avoir une valeur de vérité est un non-sens. En effet, la vérité de correspondance, selon Kant, c'est petit 1. Pour savoir ce qu'est réellement l'objet, que je vois ou que je touche, il faut d'abord que je le connaisse. 2. Pour savoir si je connais vraiment l'objet que je vois ou que je touche, il faut que je sache ce qu'il est réellement. Finalement, je ne peux donc pas confronter ma connaissance de l'objet, si ce n'est avec ma connaissance de l'objet, ce qui est un non-sens et une aporie. Par conséquent, Kant va donc s'appuyer essentiellement sur les critères de vérité-cohérence, c'est-à-dire un formalisme pur, qui fait que toute vérité n'a de sens que par rapport à ses énoncés. D'où on peut préciser et fonder la thèse suivante: si la connaissance de l'objet en soi est impossible, la connaissance de l'objet pour nous, telle que définie par notre faculté de connaître, est possible. C'est donc le sujet et non l'objet qui pose lui-même les conditions de possibilité de la connaissance objective. L'opposition entre l'intériorité de notre pensée et l'extériorité de l'objet est dépassée en montrant que l'objet, en tant qu'il est connaissable, est en partie interne au sujet. Kant va parler de cadres de la connaissance a priori. Ces cadres essentiels à notre espèce, en tant qu'humain, sont le temps et l'espace. L'intérêt de la philosophie kantienne de la connaissance a été de mettre en évidence pour la première fois le rôle actif du sujet connaissant dans l'élaboration du savoir. Même si on ne pense plus comme Kant
que les concepts et les formes qui nous servent à construire les phénomènes sont innés ou fixes, la science moderne a donc retenu l'idée que toute méthode scientifique est une méthode constructive et non pas seulement déductive, comme le pensait Descartes. Sans connaître la philosophie de Kant, on ne peut pas aborder le début du XXe siècle concernant Bachelard et la science et la définition de la méthode scientifique moderne. Il n'y a donc pas de vérité absolue, mais la vérité est bien toujours vérification et approximation. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais ce qui ne veut pas dire que la vérité n'a absolument pas de sens. Grand B, la vérité est le problème du mensonge. Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s'il était pris de manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Dire la vérité est un devoir. Qu'est-ce qu'un devoir ? L'idée de devoir est inséparable de celle de droit. Un devoir est ce qui, dans un être, correspond au droit d'un autre. Là où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir. Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Or, nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. Des réactions politiques constantes. L'expression avoir droit à la vérité est dépourvue de sens. Il faut dire plutôt qu'un homme a droit à sa propre véracité, c'est-à-dire à la vérité subjective dans sa personne. La véracité dans les déclarations qu'on ne peut éluder est le devoir formel de l'homme envers chacun, si grave que soit le préjudice qui puisse en résulter pour lui, du prétendu droit de mentir par humanité, Kant. À la fin du XVIIIe, il y a un débat entre Benjamin Constant, philosophe français, et Kant, philosophe allemand, concernant le droit de mentir par humanité. Pour Constant, le devoir de vérité doit être refusé pour 3 raisons. La première, si le devoir de vérité était pris au sens strict, comme un devoir absolu et inconditionné, alors il rendrait toute société humaine impossible. Il y a des cas où
Le devoir de mentir, par humanité, par politesse, pour sauver une vie, pour éviter un plus grand mal, peut avoir un sens. Petit 2, un devoir n'existe que là où existe un droit réciproque. S'il n'y a pas de droit à la vérité, il n'y a pas non plus de devoir à la vérité. Finalement 3, je ne dois la vérité qu'à celui qui la mérite, qui en est digne, qui me respecte et ne me nuit pas. Pour Constant, dire la vérité n'est pour moi un devoir qu'envers celui qui a droit, selon moi, à cette vérité, donc qui ne s'oppose pas à mon bien. Kant répond et refuse tout droit au mensonge envers soi et envers autrui, sans exception. Il réfute les 3 arguments de Constant. Petit 1, par définition, un devoir moral est un impératif catégorique, inconditionné, universel et absolu. La loi morale est une espèce de voix incontournable qui parle en nous de façon a priori. Petit 2, il n'y a pas de réciprocité systématique entre droit et devoir. Il peut y avoir un devoir chez l'un sans qu'il y ait un droit symétrique chez l'autre. Le concept de devoir n'englobe pas en lui-même le concept réciproque de droit. Enfin, petit 3, si la vérité est un objet du devoir, elle est due à et par tout homme. On ne saurait diviser arbitrairement l'humanité en 2 parties, ceux qui ont droit au vrai et qui en sont dignes, et ceux qui n'en ont pas le droit et qui en sont indignes. Il s'agit alors pour l'homme de retrouver finalement un devoir de véracité plutôt que de vérité. Nous retrouvons ici le formalisme conscient en ce qui concerne l'énoncé du vrai. C'est pourquoi ce devoir de véracité, orienté et même centré sur une vérité subjective, suppose que l'on puisse énoncer subtilement le vrai tout en refusant le mensonge. C'est la vérité et l'action, le pragmatisme de James. Le vrai consiste simplement dans ce qui est avantageux pour notre pensée, de même que le juste consiste simplement dans ce qui est avantageux pour notre conduite. Je veux dire, avantageux à peu près de n'importe quelle manière, avantageux à longue échéance et dans l'ensemble, car ce qui est avantageux à l'égard de l'expérience actuellement en vue ne le sera pas nécessairement au même degré à l'égard des expériences ultérieures. Pour ce philosophe américain, la définition du vrai est bien conforme à la réalité, mais cette définition ne tient pas compte du caractère essentiel de la pensée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une simple copie, ou encore, elle nécessite une plongée dans l'action. Autrement dit, pour James, la pensée est intimement liée à l'action. La vérité donc ne peut se définir que par ses conséquences pratiques. Le vrai, c'est ce qui réussit, c'est l'utile et l'avantageux. Peirce, philosophe américain également, dira que cette philosophie est une philosophie de marchand. Mais pour les anglo-saxons, James attire l'attention sur le fait que la séparation entre la pensée et l'action reste toujours délicate et a tendance même
à ne pas prendre en compte ce qu'est vraiment la pensée. Cependant, en philosophie classique, nous ne pouvons que dire que le pragmatisme inverse la thèse. Finalement, quand il dit qu'une pensée est vraie parce qu'elle réussit, n'est-ce pas plutôt qu'une pensée réussit avant tout parce qu'elle est vraie, c'est-à-dire une remise en place de l'objectivité de la pensée avec la réalité. En 3, la vérité, une exigence éthique de la pensée. Quant à la vérité, une union du réel et de la conscience. La vérité serait déposée dans les choses et dans les faits, notre science irait l'y chercher et la tirerait de sa cachette. Mais l'expérience pure et simple ne nous dit rien de semblable. L'expérience nous présente un flux de phénomènes. La vérité est un fil conducteur, rien de plus. La réalité coule, nous coulons avec elle, et nous appelons vraie toute affirmation qui, en nous dirigeant à travers la réalité mouvante, nous donne prise sur elle et nous place dans de meilleures conditions pour agir. La pensée et le mouvant, Bergson. Comment comprendre l'intuitionnisme bergsonien ? Selon cet auteur, il y a deux manières de connaître une chose. Soit selon le mode de l'intelligence, une faculté qui est essentiellement pratique, essentiellement fabricatrice, et qui se caractérise, dit Bergson, par une incompréhension naturelle de la vie. L'intelligence ne peut que morceler le continu et fixer le mouvant pour le traduire sous sa forme rationnelle. De cette façon, cette intelligence est incapable de saisir le réel dans sa structure mouvante. La deuxième façon et la deuxième manière de connaître, c'est selon le mode de l'intuition. Une faculté particulière que Bergson appelle une conscience élargie, qui serait le signe de l'homme génial, du scientifique et du philosophe capable de créer. Il s'agit en fait d'un prolongement de l'instinct, dit Bergson, par lequel notre intelligence serait dépassée, complétée, et ainsi la vérité ne serait plus un point fixe rationnel, mais bien plutôt ce fil conducteur dont il parle. C'est pourquoi, pour comprendre réellement et vraiment ce qu'est le monde, il faut alors, sous cette forme intuitive, se placer dans sa mouvance et se mettre au niveau d'une dynamique de la réalité qui nous rendrait alors capables d'en saisir le sens. Grand B, la vérité et la sincérité. La sincérité n'est pas la vérité. Elle naît d'une personnalité, d'une vision personnelle de l'homme sincère. La sincérité ne réside pas dans la conformité de mon dire avec le réel. Elle réside dans la qualité de ma parole. Elle est un effort que je fais sur moi-même et sur ma pensée pour me rendre plus clair et plus simple. L'erreur de Narcisse Lavelle. Les liens entre la vérité et la sincérité sont en fait doubles. D'un côté, une confiance spontanée en nous-mêmes et en autrui, dans la valeur de notre dire et de son dire. Nous partons toujours du principe que le langage n'est pas trompeur,
car nous croyons en la validité de l'énoncé vrai. D'une autre part, la valeur que nous accordons à une qualité d'être est toujours inscrite dans le discours socratique. L'énoncé vrai est l'effet d'un effort participatif, partagé avec autrui, pour être simple et clair dans nos énoncés. Ainsi, la sincérité est avant tout la meilleure marque éthique de l'énoncé vrai. Grand C, la vérité et la valeur de son énoncé, croire, savoir. Penser, ce n'est pas croire, peu de gens comprennent cela. Penser, c'est tout à fait autre chose. On pourrait dire, penser, c'est inventer sans croire. Propos d'un Normand, Alain. Cette croyance critiquée par Alain est en fait le plus bas niveau des préjugés et de l'opinion. Cependant, il faut bien concevoir qu'il y a dans la croyance des degrés, dont le plus haut est bien celui de la foi. En effet, on peut distinguer trois sortes de savoir appariés à la croyance. Premièrement, le savoir autorise certaines croyances. En effet, si le savoir condamne toute forme de croyance incompatible avec ses exigences rationnelles, comme on vient de le dire, les idéologies, les préjugés et les superstitions, par exemple, il ne peut qu'autoriser des croyances qu'il ne saurait ni justifier ni réfuter. En effet, notre raison est bien limitée et tout n'est pas explicable. Il y a un moment où il y a comme une bascule entre le savoir et la croyance. Deuxièmement, la croyance ne peut pas se passer du savoir scientifique et philosophique. En effet, si la science et la philosophie interrogent nos connaissances endoxales, c'est bien avant tout pour les élever au-delà, vers des énoncés vrais, rationnels et compatibles avec notre raison. Enfin, petit 3, il y a une place pour la croyance au-delà de la raison. Soit il s'agit d'un besoin du sens pour l'existence humaine, dire que nous avons besoin à la fois de vérité démontrée et également de vérité révélée, comme celle présente dans l'art, dans nos sentiments et dans la religion. De plus, cette élévation de la croyance au niveau de la foi impose nécessairement une sortie du fanatisme et de l'obscurantisme. En ce sens, les liens qui maintiennent le savoir et la croyance, qui maintiennent croire et savoir, sont des liens indéfectibles. Il est impossible de ne pas envisager que notre raison soit limitée, à la fois dans ses explications et à la fois dans ses inventions. Conclusion générale. L'énoncé vrai est en adéquation avec la réalité. Il s'agit de la vérité de correspondance. L'énoncé vrai exprime une validité entre un jugement et une réalité. Il s'agit de la vérité de cohérence.
L'énoncé vrai permet de joindre la pensée et l'action dans une efficacité commune et partagée. Il s'agit du pragmatisme de James. Les mots-clés à retenir: la croyance, la connaissance, l'évidence, la vérification et la certitude. Il faut cependant rappeler que l'idée d'adéquation, dont l'origine est médiévale, pose deux problèmes. Le premier, que rappelle Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement: le critère de correspondance entre une idée et une réalité n'est pas très clair. En effet, l'idée de chien n'aboie pas, ou l'idée de cercle n'est pas ronde. Dans le même sens philosophique, la notion d'adéquation pour Kant est un faux problème. Ce critère n'est que purement formel, dans la mesure où il ne réside pas vraiment dans la correspondance, mais bien plutôt dans la cohérence. Ce qui pour Kant a un sens particulier, notamment dans ce qu'il appelle la révolution copernicienne, c'est-à-dire que les objets viennent se régler sur notre pensée et non pas l'inverse. Ce critère de cohérence est alors essentiel dans l'énoncé vrai.